Écoutez, d'abord, d'une part, je vous remercie de m'interviewer. Il faut comprendre que la couche d'ozone est une couche qui se situe à très haute atmosphère. Ça veut dire au-delà de l'atmosphère respirable pour l'être humain. Cette couche d'ozone a un effet principal, c'est qu'elle nous protège des rayons ultraviolets. Il faut savoir que les ultraviolets sont des rayons extrêmement dangereux pour tout être vivant, car il détruit ses cellules. C'est pour ça, d'ailleurs, bien souvent qu'on recommande aux gens de mettre des crèmes solaires pour se protéger du rayonnement qui existe quand même, mais faible. Ces ultraviolets sont provoqués par le rayonnement solaire. Notre Terre reçoit quotidiennement des ultraviolets, et s'il n'y avait pas cette couche d'ozone, eh ben, malheureusement, il n'y aurait pas pu avoir de vie sur le sol terrestre, il n'y aurait pu avoir que de la vie dans les océans. Voilà. Donc les paramètres sont posés, je vais dire. Si ces rayons arrivent à traverser, eh bien, ils mettent en péril tout être vivant au contact avec ces rayons. Et si la couche d'ozone n'était pas là, eh bien, tous les êtres vivants ne seraient pas sur Terre. Ils seraient dans l'eau. On serait peut-être adapté, mais pour l'instant, malheureusement, la vie humaine s'est quand même développée sur le sol, et donc elle a besoin de pouvoir vivre sur le sol. Alors, d'où l'importance justement de protéger cette couche d'ozone. On nous parle justement de la journée liée à la protection de la couche d'ozone. Qu'est-ce que l'on peut faire concrètement pour arriver à la protection justement de la couche d'ozone? Il faut savoir qu'il y a de nombreuses années, les États se sont réunis parce qu'il y avait eu un cri d'alarme et une alarme assez précise qui disait que la couche d'ozone était en train de se détruire. Donc évidemment qu'elle allait mettre en péril toute la vie sur la planète. Tous les États se sont réunis et ont décidé de prendre des mesures. On sait que l'un des gaz les plus dangereux pour la couche d'ozone, c'était le fréon, qui était utilisé dans tous les frigos, tous les climatiseurs, tout ce qui permet de refroidir sur Terre. Donc on a interdit et on est passé à d'autres produits permettant de faire du froid. Ce qui est intéressant de savoir, c'est de savoir si les mesures ont été appliquées dans tous les pays et est-ce qu'elles sont suivies. Parce que le problème de ratifier des accords internationaux, c'est bien, mais après, il faut pouvoir les faire appliquer au sein de son pays et de permettre cette application et le contrôle de ces signatures et des décisions que l'on prend. Bon, donc là, c'était d'interdire le fréon. Il existe encore d'autres gaz à effet qui permettent malheureusement aussi encore de détruire la couche d'ozone, mais moins efficacement que le faisait le fréon. Maintenant, on s'est aperçu depuis quelques années, je crois depuis l'année dernière, que la couche d'ozone, les trous qu'il y avait dans la couche d'ozone ont tendance à rétrécir, ce qui serait une bonne chose. Et ce qui prouve par-delà que quand tous les grands de ce monde, qu'ils soient petit État ou grand État, prennent des décisions communes et s'engagent à les faire respecter, nous pouvons réussir. Et on peut rapprocher ça de ce qui se passe actuellement avec les gaz à effet de serre. Le fréon en était un aussi, puisque... Donc on voit bien que quand on veut, on peut. Maintenant, c'est une question de volonté. Si on ne l'avait pas fait, qu'est-ce qui serait passé en définitive? La première des choses qui aurait été touchée, c'est notre alimentation. Tout ce qui est agriculture. Ça aurait été les premières chaînes que les ultraviolets auraient détruites et auraient empêché la production d'alimentation. Et on sait très bien que la famine occasionne pas mal après de désagréments.
Ben oui, puisque dans le sens où c'est que quand on veut prendre les décisions et qu'on les fait appliquer et que tout le monde les applique, parce que c'est pas de dire oui je vais appliquer puis on ne le fait pas, hein, parce que bon signer c'est une chose, mais après il faut le faire appliquer. Et ça c'est le plus important. Si on veut réellement réduire la température mondiale, disons, l'excédent de température mondiale qui est en train de changer, il faut que tous les États soient d'accord. On voit bien qu'actuellement, il y a des dissensions avec les États-Unis. Mais il faut reconnaître que beaucoup d'autres États, d'ailleurs on voit bien que la Chine actuellement a un énorme programme dans tout ce qui est énergie renouvelable, dans tout ce qui est écologique. Et on voit qu'eux sont en train de faire de gros efforts. L'Europe en fait régulièrement. La différence, c'est qu'il y a des pays qui ne faisaient rien et qui ont décidé de faire quelque chose. Bon, peut-être qu'il est plus facile pour certains pays, comme la Chine, qui sont dirigés, je vais dire, assez d'une main de fer, pour pouvoir prendre des programmes nationaux et les imposer à tout le monde. Ce qui peut être un peu plus difficile dans certaines autres démocraties. Je pense que les précautions à prendre, c'est d'abord de suivre toujours cette interdiction d'utiliser du fréon, de voir si actuellement il n'y a pas des produits aussi, puisqu'on a remplacé le fréon par d'autres produits, est-ce qu'il y aurait peut-être des produits encore moins nocifs que ceux que l'on utilise actuellement? Je pense que il faut suivre la technologie et sans cesse essayer d'aller vers le mieux. C'est comme ça qu'on peut résoudre les problèmes. Et pas en se disant, bon ça y est, on a fait le maximum, bon on s'arrête là. Je pense que c'est ça qui est important. Et qu'il y ait un suivi sur le terrain. Parce qu'on sait très bien que beaucoup de choses peuvent rentrer dans un pays sans que tout le monde soit vraiment au courant. Même officiellement, en passant par les voies normales, on peut déguiser des produits en disant qu'ils sont inoffensifs alors qu'ils sont totalement toxiques. On le sait très bien. Car tout le monde n'est pas formé, on n'a peut-être pas la capacité aussi de pouvoir contrôler cela. Je pourrais prendre un exemple, c'est l'histoire des espèces menacées. On voit bien qu'actuellement, il y a beaucoup d'animaux qui sont exportés depuis des zones de pays qui font que on se demande comment ça peut sortir, alors que c'est des espèces menacées, qu'il y a des programmes de protection de ces animaux. Donc il faut vraiment un contrôle aux frontières, et après un contrôle aussi des industries qui produisent ces produits. Parce que si on peut surveiller les industries, ça permet de savoir où sont envoyés ces produits qui ne devraient pas être utilisés. Je pense qu'il faut avoir le contrôle de tous ces produits nocifs qui rentrent dans nos pays. Il faut savoir exactement quels sont les produits et de pouvoir faire des contrôles inopinés, sans prévenir personne, et arriver sur le terrain, prendre, comme on dit, au hasard, tac, tac, tel bidon, on fait des prélèvements et on analyse. Et on voit si ça correspond à la fiche qui a été donnée à la douane au moment de la rentrée des produits. Je pense qu'il n'y a que comme ça que l'on peut vraiment être sûr à 100% que les choses sont faites dans les règles. Ben, c'est toujours l'homme. L'homme et l'argent. C'est l'éternel problème, c'est que l'homme veut toujours faire plus d'argent et malheureusement ne pense pas aux conséquences de ses actes, bien souvent. Et parce que quelque part, l'homme aussi est inconscient. Pour le bien-être de quelques-uns, on est prêt à détruire la planète. Et ça, c'est grave. C'est là où il faut voir dans la balance quand même que, bon, à côté de ça, pour le bien-être, je dirais peut-être disons, allez, 1 million d'individus, pour 7,5 milliards de personnes, qui eux risquent gros là-dedans. Donc c'est là où il faut faire la part des choses, et je pense qu'il serait intéressant que justement du fait quand même d'une certaine réussite de ce protocole qui a été signé déjà il y a des dizaines d'années, et de voir que quand on veut faire réussir quelque chose, on y arrive. C'est quand même un exemple qui démontre que l'homme est capable de s'asseoir autour d'une table, même s'ils sont différents, même s'ils n'ont pas la même religion, même si beaucoup de choses sont différentes. Heureusement qu'on n'est pas pareil. La différence fait notre richesse. Si on était tous pareils, ça serait vraiment pas très intéressant d'avoir des discussions. Hein.
vaut mieux avoir quelqu'un qui dit non en face de vous que quelqu'un qui dit tout le temps oui, hein. Donc, je pense que le maintien et cette forme de réussite, puisque la couche d'ozone, les trous dans la couche d'ozone qui avaient été signalés à ces époques-là, se sont rétrécis, ça prouve que quand on veut, on peut réussir. Maintenant, il faut l'appliquer à d'autres domaines. On sait qu'actuellement, le gros domaine, c'est le domaine du réchauffement climatique, hein, avec ces 1 ou 2 degrés qu'il faut arriver à faire descendre, si on ne veut pas arriver à la catastrophe. C'est le problème de la pollution par les plastiques, qui maintenant, malheureusement, s'insinue partout, aussi bien dans l'eau de notre consommation que dans la nourriture que nous mangeons. Et comme quoi, il faut que que les dirigeants, mais aussi convier aussi les industriels qui, eux, sont les premiers concernés, à faire des choix de société pour l'avenir. Et ça, c'est le plus important. À travers le changement climatique, si vous voulez, à travers le réchauffement climatique, ce qui va se produire, c'est que nous aurons des phénomènes aussi bien en excès d'un côté que dans l'autre. Ce que je vais m'expliquer, ça veut dire aussi bien excès en chaleur que excès, par exemple, dans notre pays, en pluviométrie. Au lieu que cela se fasse régulièrement, je vais dire, quand je parle de régulièrement, sur une semaine, il pleuvait 2-3 fois, il tombait quand même pas mal d'eau, mais ce n'était pas des précipitations violentes, dans le sens où c'est que là, il pouvait très bien nous arriver à ce qu'il pleuve pendant 24 heures, et à torrent. Vous imaginez ce que ça pourrait donner sur une ville comme Port-Gentil, qui est pratiquement au niveau de la mer. Ça serait catastrophique. On l'a vu avec les 2 derniers cyclones qui sont passés dans les Antilles et au Texas et en Floride. Hein, on voit bien que maintenant, c'est des phénomènes surtout violents. Ça veut dire qu'ils dépassent les habitudes que l'on avait. Et ça, c'est violent. Il en existait dans le passé. Mais je dirais c'est exceptionnel. Que là, maintenant, ça devient la règle. C'est ça qui est le plus grave. Il peut y avoir des saisons de sécheresse intenses. Quand je dis intense, ça veut dire des températures abominables, qui ne sont pas de notre zone climatique. Comme une pluviométrie pratiquement nulle, et puis d'un seul coup, on va prendre des torrents d'eau sur la tête. Et ça, c'est pas non plus dans les habitudes, puisque on sait qu'il pleut régulièrement, avec des fortes averses, mais pas avec des averses donnant une pluviométrie hors norme. Est-ce qu'on peut s'attendre justement à ces catastrophes? Sinon, comment prévenir justement Ah ben, je pense qu'il faut s'y attendre, hein. Malheureusement, hein. On est en plein dedans. Je dis, ce qui s'est passé aux Caraïbes, aux Antilles, aux États-Unis, on n'aura pas de cyclone, nous, ici, mais on peut avoir de grosses tornades. Des grosses tornades avec une pluviométrie à laquelle on n'est pas habitué. Comme des grands moments de sécheresse. Parce que je sais que moi, on m'a signalé plusieurs fois que de plus en plus, ça devenait récurrent, que notre fleuve principal, le Goué, avait tendance à s'assécher de plus en plus en saison sèche. Alors qu'avant, bon, il s'asséchait, mais pas autant. Comme quoi, il y a quand même une évolution quelque part aussi. Et c'est ça qu'il faut savoir observer et prendre en compte et dire, bon, ben, qu'est-ce que l'on peut faire? Mais ça, ce n'est pas un problème, je veux dire, uniquement local, c'est un problème international. C'est là où il faut savoir raisonner les dirigeants qui ne vont pas dans le bon sens. Même si ils font ceux qui ne veulent pas écouter. Mais bon, je pense que monsieur le président Donald Trump a pris dans son pays entre le Texas et la Floride, il n'aura pas compris quand même que le changement climatique, ce n'est pas qu'un point de vue de quelques illuminés. Je pense qu'il l'aura compris. Parce que quand il va falloir payer la facture des différents de ces 2 phénomènes qu'il y a eu aussi bien au Texas qu'en Floride pour remettre les États en route, parce qu'en définitive c'est l'argent, hein, qui mène le monde. Donc quand on va leur dire que ça fait des centaines de milliards de dollars pour remettre un État en route et une industrie, une économie et des gens au travail, tout le monde ne sera peut-être pas prêt à payer, hein.
Donc, vaut mieux peut-être prendre les problèmes à la source. Est-ce que c'est dire que c'est une réelle nécessité de prendre à bras le corps justement les préoccupations environnementales quand on sait que les populations actuellement s'appesantissent beaucoup plus sur l'actualité politique? Ben, disons que, si vous voulez, la politique, c'est l'immédiat. Pour moi, la politique, pour l'instant, c'est l'immédiat. C'est ce que ça laisse penser. Mais bon, les problèmes de réchauffement climatique, c'est des phénomènes que l'on va avoir en permanence, de plus en plus. Nous, dans notre pays, par exemple, on pourrait très bien prendre une législation obligeant et facilitant l'achat de voitures électriques. Pourquoi? Pourquoi on ne le fait pas? Ça serait une bonne chose. Et je peux vous dire que la facture en CO2, elle diminuerait pas mal, hein, si on pouvait circuler en électrique, hein. Mais pour l'instant, je ne connais pas beaucoup de gens sur le Gabon qui roulent en voiture électrique, hein. Je crois qu'il n'y en a même aucun. Alors qu'il y a maintenant des véhicules qui sont tout à fait corrects, parce qu'en définitive, la plupart des gens font je vais dire, s'ils font une cinquantaine ou grand maximum une centaine de kilomètres dans la journée, c'est Libreville, Port-Gentil, c'est dans les villes. C'est pas la majorité qui fait les transferts entre les différentes capitales provinciales. On le voit bien, donc à la limite, ça serait même mieux qu'il y ait des véhicules électriques dans les villes. Et je pense que ça serait même mieux, ça permettrait de pouvoir mieux respirer quand il y a des grosses chaleurs. Bah, écoutez, malheureusement, nous en tant qu'individus, on ne peut pas faire grand-chose. On peut que demander